Ô grand vainqueur, ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons, conduis-nous pas aux routes de victoire, jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Mon cher Adrien, voilà que nous en avons fini avec l'explication de la méthode que nous a faite Aristote. Lors de nos échanges en off, j'ai pu voir avec quel plaisir tu perçois les premières lueurs des principes qui font leur lever, comme des étoiles lors d'une nuit noire. Pour commencer, nous avons donc mis en œuvre une réflexion sur les choses que nous connaissons afin d'établir la méthode que nous devons utiliser. Mais je te propose ici, pour terminer de commencer, de suivre le conseil de Morpheus. Recommence. En effet, et si nous réfléchissions sur la méthode même que nous venons d'établir? Ne pourrions-nous pas en tirer quelques conséquences profondes? Eh bien, c'est ce que propose de faire saint Thomas. Nous avons assisté à la leçon d'un maître sur les choses qui nous entourent. Assistons maintenant à la leçon d'un maître commentant un autre maître. Ainsi donc, nous avons vu comment rendre les choses intelligibles et par où commencer. Mais saint Thomas te demande maintenant: qu'est-ce qui rend une chose intelligible? Qu'est-ce donc qui rend une chose intelligible? Saint Thomas répond à cette question dans son commentaire du premier livre de la physique d'Aristote. Il nous dit: nous avons l'intention d'exposer le premier livre de la science naturelle et de lui attribuer dès le début sa matière et son sujet. Or toute science gît dans l'intelligence, et l'on rend quelque chose intelligible en l'abstrayant de la matière. C'est donc, selon les différents rapports que les choses entretiennent avec la matière, que s'établiront les diverses sciences. Comme en outre, les savoirs progressent tous par démonstration, dont le moyen terme est la définition, ils se distingueront aussi selon les modes de définir. Avant d'aller plus loin, je te propose de faire une petite expérience. Je vais te proposer deux notions, des notions par couple, et chaque fois, essaie de saisir si dans ton esprit, tu ne sens pas, même confusément, qu'il y a une différence entre ces notions. Ainsi donc, sens-tu la différence quand je dis Mistigris, le chat d'Anouk, et quand je dis un chat? Quand je dis un chat et quand je dis chat? Quand je dis roue et quand je dis cercle? Quand je dis quantifier et quand je dis quantité? Quand je dis 5 et quand je dis chat? Quand je dis paire et quand je dis relation? Alors, qu'y a-t-il donc à remarquer ici? Saint Thomas nous le dit. Certaines choses dépendent de la matière et dans leur existence et dans leur définition, tandis que d'autres, si elles ne peuvent exister sans matière sensible, en sont pourtant affranchies dans leur définition. Ainsi, du Courbe et du Camus, le Camus étant la courbure d'un nez. Le Camus est en effet immergé dans la matière sensible, et ne peut être défini sans elle, car c'est la courbure d'un nez. Et tous les êtres naturels, comme l'homme ou la pierre, sont dans une situation analogue, alors que le Courbe, bien qu'il ne puisse exister sans matière sensible, n'en dépend pas dans sa définition, comme en sont également dégagés tous les êtres mathématiques, tels que le nombre, l'étendue ou la figure. Nous avons ici affaire à ce qu'on appelle traditionnellement les degrés d'abstraction, degrés étant compris comme manière d'abstraction et non comme étapes successives. S'il n'y a aucune abstraction, nous avons affaire à une expérience sensible, comme le ferait un animal. Il n'y a pas de notion intellectuelle de ce qui est perçu, car l'expérience se résout dans le sens. Pour l'homme, c'est le lieu du réflexe pavlovien. Seul l'individu est perçu, qui est face à nous, sans aucune relation dans notre esprit à une quelconque notion d'espèce. C'est comme Pior, sans la notion de corneille, Mistigris sans la notion de chat. Au premier degré d'abstraction, nous avons la matière sensible qui est extraite de ces déterminations individuelles. Ce n'est plus l'individu perçu par le sens, mais la notion d'espèce
que l'on perçoit. On ne verra jamais le lion, mais un lion. Un lion est devant moi, mais dans mon esprit, c'est la notion de lion qui existe. Cependant, cette notion de lion qui est dans mon esprit fait appel à la notion même de matière, et pas n'importe quelle matière, la matière d'un lion. C'est ce qu'on appelle la notion de matière commune, parce qu'elle est commune à tous les individus de cette espèce. C'est le degré propre de l'abstraction que l'on trouve dans la science physique. La matière entre dans l'existence de la chose et dans sa définition, parce qu'il n'y a pas de définition de chien sans de notion de corps canin. Le deuxième degré d'abstraction ne regarde les choses matérielles que comme quantité. C'est le propre de l'abstraction mathématique. Si la quantité est nombrable, on parlera alors d'algèbre. Ce sont des notions comme 5, double, division. Si la quantité est un espace, une étendue, on parle alors de géométrie. Triangle, parallèle, angle. Dans cette abstraction, la matière sensible entre dans l'existence, mais pas dans la notion. En effet, un triangle ne peut exister seul. Un triangle est comme inséré dans une matière. Cependant, on peut concevoir un triangle sans aucune matière. Il n'y a pas de matière dans la définition de triangle de 1 ou 2. Ainsi, saint Thomas continue. Certains êtres, enfin, ne dépendent de la matière, ni dans leur existence, ni dans leur notion, soit parce que jamais ils ne sont matériels, comme Dieu ou les substances séparées, soit parce qu'ils ne sont pas universellement matériels, comme la substance, la puissance, l'acte et l'être lui-même. Il y aurait ici tant à dire, mais ce n'est pas le lieu. Remarque simplement l'inanité, et je choisis ce mot à dessein, de ceux qui prétendent faire de la métaphysique à partir de la physique quantique. Double erreur. On prétend faire une abstraction à partir d'une abstraction mathématique. Et l'on pense établir les racines ontologiques des choses à partir des éléments les plus infimes et les plus matériels qui soient. Ce n'est donc pas une métaphysique, mais une infraphysique que l'on tente à mettre en œuvre. Quelles conséquences pouvons-nous tirer de tout cela pour le terme de l'intellection qu'est la science? Saint Thomas nous dit « En toute science où il y a principe, cause et élément, l'intelligence et le savoir proviennent de leur connaissance. C'est le cas de la science de la nature, et il faut donc commencer par la détermination de ces principes. Par intelligence, Aristote fait référence à la connaissance des définitions, et par savoir, à celle des démonstrations. De même en effet que la démonstration provient des causes, de même la définition, car lorsqu'elle est complète, elle ne diffère d'une démonstration que par la position des termes. Il y a donc dans l'intelligence deux phénomènes à distinguer. La science, qui est l'art de connaître la démonstration à partir des définitions, et l'intelligence, qui porte le même nom que la faculté, parce qu'elle en est comme le parfait exercice. Celle-ci consiste en la connaissance des définitions. Mais une équivoque doit être ici levée, pour aligner nos propos avec tout ce que nous avons dit depuis le début. L'intelligence, c'est la capacité à voir au-delà de la simple constatation sensible, par l'abstraction et la connaissance des causes, intrinsèques, et c'est lire à l'intérieur, et c'est même l'étymologie du mot intelligence, mais aussi au-delà de la chose seule, en voyant les causes extrinsèques. Ce que saint Thomas synthétise en connaissance des définitions. Avoir l'intelligence d'une chose, c'est en connaître la définition, mais avec connaître au sens biblique, c'est-à-dire naître avec, avoir une connaissance intime de la chose, par intelligence, expérience et pratique. Ainsi, on lit dans l'Écriture qu'un homme connaît sa femme pour dire qu'ils ont des relations conjugales. C'est extrêmement important à noter, car la conception de la connaissance des anciens est tout autre que celle de la tendance moderne.
Connaître la définition revient pour eux à être capable de réciter de mémoire la définition apprise par cœur dans un dictionnaire. Pour saint Thomas, au contraire, après avoir parfaitement compris une chose, je puis en élaborer moi-même la définition. Le savoir est radicalement inductif chez les anciens. Il est radicalement déductif chez les modernes. On y est plus proche d'une révélation, chez les modernes, que d'un travail rationnel, malgré les faux airs rationalistes qu'ils peuvent se donner. Quelles conséquences pour le processus d'intellection lui-même? Saint Thomas nous dit: le mode naturel d'apprentissage veut que nous allions de ce qui nous est connu vers ce que nous ignorons. Nous devons donc nous appuyer sur ce qui est mieux connu pour progresser vers ce qui est plus connaissable par nature. Notons cependant qu'Aristote dit indifféremment connu par nature et connu purement et simplement. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer une notion scolastique, c'est-à-dire du mouvement philosophique européen du XIe au XIIIe siècle. Les scolastiques, donc, distinguent la vision intellectuelle complète de la réalité considérée, qu'ils appellent en latin simpliciter ou en français purement et simplement, de la vision réduite à un seul aspect, ou aspect formel de la réalité, appelé en latin secundum quid, ou en français sous un certain rapport. Un exemple pris dans une autre œuvre de saint Thomas, dans la première partie de la Somme théologique, nous fera aisément comprendre cette notion. Par conséquent, on peut dire que le juge épris de justice veut purement et simplement que l'assassin soit pendu. Mais sous un certain aspect, il voudrait qu'il vive, parce qu'il est un homme. Ce qu'on peut appeler une velléité plutôt qu'une volonté absolue. Puisque nous sommes capables d'abstraction et de détermination de cause, il nous est possible de considérer les choses dans leur globalité, ou seulement sous l'aspect formel qui importe. Ainsi, lorsque nous faisons de la physique moderne, nous ne considérons les choses que sous leur aspect quantifié, sous le rapport de la quantité. C'est une mathématisation du monde. Le monde moderne pourrait bien recevoir cette critique de Morpheus. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. Pour le regard du physicien moderne, pas de différence de nature entre le calcul d'un jet de catapulte, que l'on jette une pierre ou que l'on jette un homme. C'est une question de masse, de volume, de frottement et de résistance. Mais dans la réalité, il est bien différent de jeter par la catapulte un homme ou un boulet. Je ne dis pas que la physique moderne est fausse. Je dis qu'elle considère les choses sous son regard propre, l'aspect mouvement et quantité. Et c'est le propre de toute science, comme l'a dit saint Thomas au départ. Je rappelle. Toute science gît dans l'intelligence et l'on rend quelque chose intelligible en l'abstrayant de la matière. C'est donc selon les différents rapports que les choses entretiennent avec la matière que s'établiront les diverses sciences. Comme en outre, les savoirs progressent tous par démonstration, dont le moyen terme est la définition, ils se distingueront aussi selon les modes de définir. La science est une aptitude de l'intelligence, mais c'est faire œuvre d'intelligence et même de sagesse que de réunir ces différents points de vue en une seule vision synthétique de la réalité. C'est ce que j'appelle la réconciliation des formalités. Concluons ce premier des deux volets de l'introduction de saint Thomas. Ce que nous avons vu est capital à comprendre pour pouvoir collaborer avec les autres. Si nous devons travailler à plusieurs sur un projet, chaque personne peut apporter diverses informations essentielles, mais sous des formes bien diverses. L'un le dira de manière non construite. Il faudra induire ce qu'il a vu d'important et qu'il ne sait pas énoncer clairement et formellement. Un autre dira les choses précisément, mais prendra un simple secundum quid pour un simpliciter. Et d'autres diront des choses correspondant à la situation dans sa globalité. Le sage, dont le propre est d'ordonner
devra réconcilier les formalités en comprenant l'essentiel de chaque information et en les ordonnant les unes avec les autres, chacune à sa place. Et c'est seulement ainsi qu'on fera ce qui doit être fait, en intégrant tout le monde et en évitant de graves erreurs. Si quelqu'un insiste beaucoup, c'est qu'il a vu quelque chose dans la réalité que nous n'avons pas vu, et il nous faut absolument l'intégrer. Prenons un exemple stupide qui nous fera comprendre. Je désire aller au zoo, mais mon enfant pleure. Ma femme me dit qu'il n'y a plus de pain, et mon fils me dit qu'il faut réserver les places avant de partir. Le sage réconcilie les formalités. Ma fille ne pourra pas profiter de la sortie, et nous non plus, si elle est épuisée. Je demande donc à ma femme de lui faire une sieste. Et je demande à mon fils de réserver les 4 places, pendant que je profite du temps de la sieste pour aller faire quelques courses. À mon retour, nous serons prêts à partir. L'insensé, de son côté, que fait-il? Il dispute sa fille, et la colle dans la voiture, rembarre sa femme qui est selon lui hors sujet, et demande à son fils s'il veut prendre sa place de chef de famille, puisqu'il lui dit ce qu'il a à faire. Cet épisode est l'épisode difficile de l'introduction. Ne nous attendons pas à le comprendre clairement. Une simple vision globale et confuse nous suffira. Toutes ces notions seront réutilisées au cours de l'application de la méthode au sujet de la physique que nous commencerons dans 2 épisodes. Je te laisse donc sur ces réflexions, espérant que, bientôt, elles illumineront ton intelligence. Bon courage.